bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui glace le sang. Un de ces drames familiaux où tout semble parfait en surface, jusqu'à ce que la façade s'effondre brutalement. Mais parfois, il suffit d'un détail, d'une incohérence pour semer le doute. Parce qu'une tragédie, c'est déjà un drame en soi. Mais quand l'histoire se répète exactement de la même façon, avec la même personne, il devient impossible de croire au hasard. À l'époque des faits, Jennifer Corbin avait 33 ans. Elle était mariée à Barton Corbin, un dentiste respecté de 40 ans. Un couple envié, installé depuis 7 ans dans une somptueuse maison d'un quartier huppé de Beaufort en Géorgie. Un tableau idyllique, 2 petits garçons de 5 et 7 ans, une vie qui semblait tout droit sortie d'une publicité pour le bonheur familial. Et pourtant, les apparences sont parfois le plus grand des mensonges. De l'extérieur, tout était parfait. Des sourires figés sur les photos, une maison bien entretenue, une vie qui semblait harmonieuse. Le docteur Barton incarnait l'image du père modèle, tandis que Jennifer, elle, était une épouse dévouée et une mère irréprochable. Mais derrière ces clichés de perfection, la réalité était tout autre. Avec le temps, les tensions s'étaient accumulées. Jennifer n'était plus la jeune femme insouciante qu'elle avait été. Avant son mariage, elle était libre, spontanée, rayonnante. Puis la maternité avait tout changé. Elle s'était consacrée à son rôle d'épouse et de mère, mettant de côté une partie d'elle-même. Malgré cela, elle était restée cette femme solaire, appréciée de tous. Une femme qui avait ce don rare de mettre les gens à l'aise, peu importe leur âge ou leur statut. Une qualité qui lui avait valu une place dans la communauté. Elle s'occupait des tout-petits à l'école du dimanche de l'église locale. Quand Barton Corbin était entré dans la vie de Jennifer, il n'avait pas seulement conquis son cœur, il avait aussi charmé toute sa famille. Très vite, il était devenu l'un des leurs, comme s'il avait toujours fait partie du tableau. Un homme sociable, charismatique, qui s'intégrait sans effort à leur quotidien. Ils partaient même en voyage ensemble, et la plupart des week-ends, Barton était là, partageant des moments avec eux. Presque comme un fils adoptif, un gendre idéal. Presque trop parfait, non? Tout le monde louait son intelligence, son humour, son aisance. Jennifer, elle, pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Un conte de fées, en apparence. Mais la vie n'est pas un film de princesse, et derrière le sourire charmant de Barton, une ombre grandissait. Les années ont passé, le rêve s'est fissuré. Jennifer a tout essayé. Elle a pardonné, elle a patienté, elle a cru que les choses s'arrangeraient. Mais comment réparer quelque chose qui est déjà brisé? Elle en est venue à une conclusion implacable. Il fallait partir. Il n'y avait plus rien à sauver. Elle se préparait à entamer une procédure de divorce. Une décision lourde mais nécessaire. Mais le destin ne lui a pas laissé cette chance. Le 4 décembre 2004, tout a basculé. Ce matin-là, Dalton, le fils aîné des Corbin, s'est réveillé comme n'importe quel autre jour, sauf qu'il a immédiatement senti que quelque chose clochait. Un silence, épais, étrange. D'ordinaire, sa mère était toujours la première debout. Il l'entendait s'affairer et préparer la journée. Mais cette fois-ci, rien. Pas un bruit, pas un murmure, juste un vide oppressant. Il a appelé, 1 fois, 2 fois, toujours rien. Son père ne répondait pas, sa mère non plus. Un silence plus fort que n'importe quelle réponse. Alors il s'est avancé, le cœur battant. Il a poussé la porte de la chambre parentale. Et là, il l'a vue, allongée, immobile, froide. Jennifer Corbin ne bougeait plus. Sa mère n'était plus là. Dalton venait de faire la découverte qui entrait son esprit pour le reste de sa vie. Dalton était en état de choc total. Son cerveau de petit garçon refusait d'accepter ce qu'il venait de voir. Sa mère, allongée, immobile, partie. Sans réfléchir, il s'est précipité dehors, pieds nus, en sous-vêtements. Il n'avait même pas pensé à s'habiller. Il ne savait qu'une seule chose, quelque chose de terrible venait de se produire. Les voisins ont immédiatement compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Lorsqu'ils ont pénétré dans la maison, la réalité leur a sauté à la gorge. Jennifer Corbin était morte. Le 911 a été appelé. Quand la nouvelle est tombée, le choc a été total. Jennifer, 33 ans, cette femme pleine de vie, morte dans sa propre maison. Impossible. Un accident? Peu probable. Quelque chose clochait. Lorsque la famille est arrivée sur place, les policiers étaient déjà au travail. Sa sœur, Heather,
a immédiatement récupéré les enfants chez les voisins. Mais Dalton ne cessait de pleurer. Son corps tremblait sous le poids de l'horreur. Il venait d'assister, sans le vouloir, au plus grand cauchemar de sa vie. Un traumatisme dont il ne se remettrait jamais vraiment. Les enquêteurs ont fouillé la chambre. Jennifer était là, allongée sur le côté, vêtue d'une simple chemise de nuit. Sous les draps, ils ont découvert un pistolet pratiquement glissé sous sa main. Juste à côté, les papiers du divorce. Et sur la table de chevet, une bouteille de vin entamée. Un décor presque trop parfait. Et justement, trop parfait, c'est suspect. Jennifer traversait une période difficile. Son mariage était en ruine. Barton Corbin avait demandé le divorce. Il voulait tout. La maison, la garde des enfants et même une pension alimentaire. Une guerre juridique allait s'engager et Jennifer en était parfaitement consciente. Alors oui, sur le papier, tout criait au suie. Une femme à bout, une arme, une bouteille de vin, des papiers de divorce. Tout semblait s'emboîter à merveille. Un peu trop bien, peut-être, mais sa famille n'y croyait pas. Pas une seule seconde. Il le savait. Jennifer ne se serait jamais donné la mort. Et si par un scénario improbable, elle l'avait fait, jamais comme ça. Jamais dans cette maison. Jamais en laissant son fils la découvrir ainsi. Elle aimait trop ses enfants. Elle était une super maman. Alors pourquoi la police a-t-elle immédiatement conclu à un suie? Fin décembre, la famille Corbin était à bout. Leur frustration atteignait un point de non-retour. Ils réclamaient justice. Ils refusaient de se taire. La famille de Jennifer Corbin n'avait qu'une exigence, retrouver la personne responsable et la traduire en justice. Et pour eux, il n'y avait aucun doute sur l'identité du suspect numéro 1, Barton Corbin, le mari, le veuf éploré, l'homme qui avait tout à perdre dans ce divorce. Bien sûr, les enquêteurs devaient commencer par lui. Dans ce genre d'affaires, statistiquement parlant, le conjoint est souvent le coupable. Un classique du crime domestique. Alors, accompagné de son avocat, Barton s'est rendu au poste de police. Calme, posé, trop posé, il a livré son alibi. La nuit du drame, il était au restaurant avec des amis jusqu'à 1h30 du matin. Ensuite, il s'était rendu chez son frère, où il avait passé le reste de la nuit. Il n'était pas rentré chez lui. Il n'avait pas vu Jennifer depuis la veille. Il a remis aux enquêteurs les vêtements qu'il portait cette nuit-là. Aucune trace de sang, aucune blessure défensive sur son visage ou ses mains. Les tests ont même révélé qu'il n'avait pas de résidus de poudre sur la peau. Rien. Pas un indice qui l'accusait. Alors, les soupçons ont commencé à s'effacer, mais pas pour la famille de Jennifer. Eux, ils n'avaient pas besoin de preuves matérielles. Ils savaient que quelque chose ne tournait pas rond. Pendant qu'ils continuaient à implorer la police de ne pas classer l'affaire, le procureur du comté, lui, creusait plus loin, et ce qu'il a trouvé était glaçant. Car Barton Corbin avait un passé bien plus sombre que ce que tout le monde imaginait, un passé qui ressemblait étrangement au présent. En fouillant son dossier, les enquêteurs ont remonté 14 ans en arrière. À l'époque, Barton était étudiant en dentisterie. Il sortait avec une jeune femme nommée Dolly Hearn, une fille lumineuse, joyeuse, douce, un peu comme Jennifer. Étrangement, la famille Corbin n'avait jamais entendu parler d'elle. Pourquoi? Parce que l'histoire de Dolly Hearn ne devait pas être racontée. La sœur de Dolly a expliqué que tout avait commencé comme une romance ordinaire. 2 étudiants en dentisterie, jeunes, ambitieux, amoureux. Tout allait bien, jusqu'à ce que ça n'aille plus du tout. Progressivement, Barton a changé. Les autres étudiants en avaient été témoins. Il était devenu jaloux, possessif, autoritaire. Ses accès de colère étaient de plus en plus fréquents. Puis un jour, Dolly a pris une décision. Elle l'a quitté. Et c'est là que les choses ont pris une tournure inquiétante. Dès leur séparation, des événements étranges ont commencé à se multiplier. Son appartement a été cambriolé. Les vitres de sa voiture ont été brisées. Quelqu'un a versé de la peinture dans son réservoir. Un colis a disparu de sa boîte aux lettres. Dolly était effrayée, à tel point qu'elle avait envisagé de contacter la police. Mais elle ne l'a pas fait. Et ce fut sa plus grande erreur. Parce que ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce cauchemar ne faisait que commencer. Ce qui ressemblait d'abord à une série de malchances est rapidement devenu une traque insidieuse. Dolly Hearn, brillante étudiante en dentisterie, voyait sa vie se dérégler morceau par morceau. Une dissertation cruciale, volatilisée.
Une liste de patients de la clinique dentaire. Disparu. Sa solution pour lentilles remplacée par du lac pour cheveux. Une plaisanterie. Un avertissement. Mais ce qui l'a le plus bouleversé, ce qui lui a glacé le sang, c'est la disparition soudaine de son chat. Un animal ne disparaît pas comme ça. Et pourtant, elle ne l'a jamais revu. Au début, Dolly n'a pas voulu y croire. Peut-être une simple série d'incidents malheureux, un mauvais karma, une période difficile à traverser. Mais plus le temps passait, plus elle comprenait. Ces incidents n'étaient pas des accidents. Quelqu'un voulait lui faire peur. Et elle avait sa petite idée sur l'identité de ce quelqu'un. Elle en parlait à ses proches, à ses amis. Elle en était persuadée. Son ex, Barton Corbin, refusait d'accepter leur rupture, et il s'en prenait à elle. Dolly a alors tenté une manœuvre risquée. Elle a voulu le piéger. Elle a enregistré une conversation avec lui sur un dictaphone, espérant une confession. Mais Barton a flairé le piège. Il a mis un terme à la conversation et s'est éloigné. Et comme par magie, les incidents ont cessé. Pendant un moment, Dolly a cru être enfin libre. L'été approchait et avec lui, la légèreté retrouvée. Elle rayonnait à nouveau. Lors de la cérémonie de remise de diplôme de son frère, elle était épanouie, souriante. Elle croyait avoir tourné la page. Personne ne savait que son compte à rebours avait commencé. 6 juin 1990. Ce jour-là, une voisine a découvert le corps de Dolly Hearn dans son appartement. 27 ans. Une balle dans la tête. Elle était assise, jambes croisées. Le pistolet posé sur ses genoux. Un tableau presque trop parfait. Les enquêteurs ont à peine hésité. Cause du décès, le suit. Enquête, classée. C'était les années 90. À cette époque, les investigations sur ce genre de drame étaient bâclées, imprécises. Une femme retrouvée morte d'une balle dans la tête, une arme à côté d'elle. Affaire conclue. Aucune autopsie approfondie, aucune réelle enquête, et tout comme la famille de Jennifer Corbin 14 ans plus tard, celle de Dolly a refusé d'accepter cette conclusion, parce que cette version ne tenait pas debout. Dolly n'était ni dépressive ni suicidaire. Elle avait une vie devant elle. Elle n'aurait jamais mis fin à ses jours de cette manière. Et surtout, juste avant sa mort, elle avait eu une rupture brutale avec un homme au comportement étrange. Un homme qui avait déjà persécuté une femme avant elle. Un homme qui, 14 ans plus tard, se retrouvait au cœur d'une autre affaire, étrangement similaire. Barton Corbin. La famille de Dolly a insisté pour que son nom soit réexaminé. Cette fois-ci, les enquêteurs ont accepté d'écouter. Parce qu'il était peut-être temps de relier les points. En 1990, le jeune homme avait été entendu pour la première fois dans un poste de police. Cependant, il n'a pas été possible de trouver des preuves convaincantes de meurtre. Il avait tout nié. C'est pourquoi l'enquête a été étouffée, estimant que Dolly s'était elle-même donné la mort. Cependant, l'affaire n'a pas été officiellement classée. Grâce à la famille de Dolly, qui continuait de se battre pour la justice, les proches de la jeune femme ont tout fait pour forcer les autorités à mener l'enquête à son terme. Mais même les experts indépendants qu'ils avaient engagés penchaient vers l'idée que Dolly s'était volontairement donné la mort. La mère de la défunte continuait à affirmer qu'il n'y avait aucune raison valable à cela. Sa fille avait vécu ces derniers mois dans la peur de Barton Corbin, et lui seul pouvait être tenu responsable de la mort de la jeune femme. Barton était décrit comme un gars très intelligent et perspicace. Tout cela était compliqué par son intellect et sa capacité à tromper pratiquement n'importe qui. Pourtant, certaines personnes n'étaient pas dupes. Par exemple, un des camarades de classe de Dolly. Ce jeune homme croyait en ses paroles et l'avait donc vivement encouragée à prendre des mesures de précaution tant qu'elle était encore en vie. C'est ainsi qu'elle avait décidé d'acquérir une arme pour se défendre. Mais l'argent manquait. C'est alors que son propre père était venu à son secours. Il lui avait prêté son pistolet en lui lançant ces mots. « Il faut trouver un moyen de stopper Barton, sinon tu finiras dans une tombe. » Une phrase qui s'est révélée prophétique. Les Hearn n'avaient aucun doute sur l'identité du coupable du meurtre, mais il n'existait aucune preuve contre lui. La mort tragique de la jeune étudiante était restée une affaire non résolue, du moins pendant 14 ans, jusqu'à ce que Jennifer Corbin soit retrouvée morte. Les circonstances, l'arme choisie pour le meurtre et la précision de la mise en scène reliaient cette affaire à Dolly. Lorsque les autorités se sont penchées sur l'incident vieux de 14 ans,
elles ont décidé de voir les deux victimes présumées du docteur Barton sous un nouveau jour. Elles étaient de belles personnes, indépendantes des substances ou de l'alcool, étrangères au crime et aux mauvaises compagnies, n'ayant aucune raison de quitter la vie. La seule chose qui les reliait était Barton Corbin. L'affaire de Dolly Hearn fut extraite des archives. Un enquêteur a examiné les matériaux sous un nouveau prisme et a utilisé également des méthodes d'expertise avancées. Ainsi, les photos de la scène de crime de 1990 sont tombées entre les mains d'un expert en éclaboussure de sang. Elles ont été agrandies. Les images révélaient 3 traces nettes, indiquant un changement de position du corps après le tir. Tout cela semblait suspect, car les femmes partent généralement de cette vie d'une autre manière. Elles utilisent rarement une arme à feu et ne tirent pas dans la tête, gâchant leur beauté. D'autant plus qu'elles choisissent un endroit aussi peu pratique que la nuque. Il est extrêmement difficile de courber les bras de manière à pouvoir tirer à cet endroit. De plus, il n'y avait dans aucun des cas de note de suicidaire. Jennifer pouvait-elle partir sans dire au revoir à ses enfants? Tout cela semblait être une évidente mise en scène. Puis, la surveillance des téléphones du docteur Corbin a commencé. Quand un ami a appelé Barton et lui a annoncé que l'enquête sur l'affaire à Augusta reprenait, le principal suspect, dans un accès de colère, a insulté son ancienne petite amie de façon vulgaire. Selon ceux qui le connaissaient bien, c'était une habitude pour le docteur de traiter ces femmes avec tant de mépris. Pourtant, il cachait habilement son comportement et son véritable état d'esprit. Grâce à la surveillance, les autorités sont parvenues à lever le voile sur le mystère entourant sa personnalité. Lorsque les proches de Jennifer ont entendu parler de Dolly, ils ont estimé avoir le devoir de rencontrer sa famille. Ils avaient en effet beaucoup en commun, notamment le désir de voir Barton Corbin derrière les barreaux. Ce qui a le plus surpris les proches de Jennifer, c'est que Barton n'avait jamais parlé de l'histoire tragique de sa petite amie d'Augusta, alors qu'il avait épousé Jennifer 6 ans plus tard. Si Jennifer avait su ces étrangetés, elle n'aurait pas entretenu de relation avec lui. Les familles étaient sous le choc. Pourquoi les autorités sont-elles sourdes à des déductions qui semblent évidentes? Même le jeune Dalton, qui avait découvert le corps de sa mère lors de ses premiers échanges avec les détectives, avait suggéré que c'était bien le père qui avait tué la mère. En réalité, le cercle proche savait bien le caractère colérique du docteur. Selon la défunte, pendant de nombreuses années, il explosait de colère, tant sur sa femme que sur les garçons. Au cours des derniers moments de leur vie commune, les disputes avaient pris un caractère quotidien. La mère de Jennifer avait parlé avec sa fille peu avant sa mort. Jennifer avait avoué qu'elle n'aimait déjà plus son mari depuis longtemps et qu'elle restait dans cette relation uniquement pour les enfants. Néanmoins, ces derniers temps, elle ne voyait pas qu'ils éprouvaient une influence bénéfique de la part de leur père. Le moment décisif, d'après les souvenirs de la famille, est survenu le jour de Thanksgiving 2004. En pleine fête, Barton avait soudain dit qu'il devait partir. Jennifer s'était soumise et avait rassemblé ses fils. Ce soir-là, elle avait appelé sa sœur et avait raconté que son mari l'avait frappée dans la voiture. Les enfants étaient tous témoins. Le lundi suivant, Barton avait lui-même demandé le divorce. Il exigeait la maison, la garde des enfants et une pension alimentaire. 2 jours plus tard, Jennifer l'avait surpris en train de fouiller dans son sac. Il avait pris son journal intime et son téléphone portable, puis était simplement parti de la maison. Il avait écrasé le pied de sa femme avec la roue, mais elle n'était pas allée à la police. À cette période, Jennifer craignait déjà pour sa sécurité et 3 jours après, elle a été retrouvée morte. Tout le monde a été frappé par la réaction froide de Barton face à la mort de sa femme. Il n'a rien dit lorsqu'il a entendu la triste nouvelle, n'a pas changé d'expression et n'a montré aucune émotion. Désormais, aux yeux des autorités, cela ressemblait à une preuve indirecte de sa culpabilité. Bien sûr, cela ne suffisait pas. Le procureur voulait obtenir des preuves reliant directement Barton à l'arme retrouvée près du corps de Jennifer. Le numéro de l'arme a été vérifié. C'était un modèle rare de Smith Wesson ancien. Il a été possible de retrouver le commerçant qui l'avait vendu en Alabama en 1957, bien avant que Barton Corbin ne soit même venu au monde. Cependant, cela a donné un autre indice précieux. Il semblerait que le docteur avait un ami proche en Alabama. L'homme s'appelait Richard Wilson. Il était collectionneur d'armes, y compris de modèles rares. Barton et lui étaient amis depuis leurs années d'études.
Les enquêteurs ont décidé de se rendre chez lui pour discuter. Ils ont rencontré Richard pour la première fois le 15 décembre 2004. Selon l'homme, il n'avait entendu parler que de la mort de Jennifer, mais ne connaissait aucun détail. Il a insisté sur le fait que Barton avait simplement brièvement parlé de la mort de sa femme, sans entrer dans les détails. Le camarade du présumé meurtrier ne savait rien des armes à feu et pensait qu'il s'agissait en réalité d'un départ volontaire de la vie. Cette rencontre n'a apporté aucun indice utile. Les policiers ont donc décidé de suivre la géolocalisation du téléphone mobile du dentiste. Barton a insisté sur le fait qu'il se trouvait avec des amis au moment du meurtre de sa femme, puis chez son frère, assez loin de la ville, et qu'il n'en était parti que le matin. La femme et ses enfants passaient la nuit seuls à la maison. L'heure de la mort était estimée à environ 2 heures du matin. La vérification a montré que le téléphone mobile de Barton se trouvait cette nuit-là juste à côté de la maison où la femme a été tuée. Ainsi, le criminel a perdu son alibi. Il a fait sa première grosse erreur, donnant à la police des bases pour des soupçons encore plus grands. Selon les données des antennes locales, Barton était arrivé chez sa prétendue victime vers 1 heure du matin et y était resté jusqu'à 2 heures, ce qui coïncidait exactement avec l'heure du meurtre de Jennifer. Il s'est avéré qu'un voisin avait vu une voiture ressemblant à celle de Barton près de la maison de la victime cette nuit-là. Mais ce n'était pas tout. La trajectoire de la balle et son point d'entrée dans la tête de la victime ne correspondaient pas à une position que la femme aurait pu adopter en mettant volontairement fin à ses jours. De plus, la trace de sang sur le visage de Jennifer ne suivait pas le comportement naturel d'une goutte s'écoulant librement. La trajectoire avait pratiquement changé de 180 degrés une fois que les résidus de poudre et la direction du tir ont été minutieusement analysés. Il s'est avéré que physiquement, Jennifer n'aurait tout simplement pas pu tenir l'arme de cette manière. Étonnamment, il n'y avait pas d'empreinte digitale de la femme sur le pistolet, ni sur quoi que ce soit d'autre. Cela semblait aussi trop suspect. Quelqu'un avait clairement effacé les empreintes après le tir. Mais qui aurait pu faire cela si la femme était décédée? Le docteur Corbin était dentiste. Il avait donc clairement accès à des gants en latex. On supposait que c'était eux qui avaient pu être utilisés pour ne pas laisser de traces sur la poignée du pistolet. Un autre élément de preuve important était le fait qu'il n'y avait aucune trace de résidus de poudre sur les mains de Jennifer. Si elle s'était tiré une balle à cette distance, il devait inévitablement en rester. La balle qui avait touché la tête de la victime l'avait tuée instantanément. Donc, elle n'aurait tout simplement pas pu revenir à sa position initiale. Le corps était immédiatement tombé sans vie. Alors il était étrange de voir comment sa main s'était retrouvée sur le pistolet sous le drap. Elle n'aurait clairement pas pu y mettre sa main par elle-même. Les autorités du comté n'avaient pas encore terminé l'enquête sur le meurtre de Jennifer. Le bureau du procureur d'Augusta a inculpé Barton pour le meurtre de Dolly. L'homme de 41 ans a été arrêté. Cela a été diffusé dans toutes les nouvelles, ce qui semblait assez dramatique pour le suspect. Il ne s'attendait clairement pas à ce que la première accusation concerne un crime vieux de 14 ans. Pour la famille de Dolly, la diffusion en direct de cette arrestation était le meilleur moment de leur vie, qu'ils attendaient depuis presque 1 an et demi. Les accusations de meurtre de sa femme n'ont pas tardé à arriver. Elles ont été lues à Barton 2 semaines après son arrestation dans l'affaire Dolly. Le dentiste à succès devait maintenant se défendre contre 2 équipes d'accusation. Barton a engagé les meilleurs avocats qu'il avait pu trouver. Lors des audiences préliminaires, les avocats étaient convaincus que les 2 crimes avaient été des suies et que le docteur était lié à eux par pure coïncidence. Plusieurs experts judiciaires indépendants ont été engagés. Tous confirmaient la version de la défense. En fait, les avocats soutenaient que l'affaire de Jennifer avait provoqué un regain d'intérêt pour la mort de Dolly. Toutes les déductions de l'enquête étaient considérées comme superficielles et tirées par les cheveux. Le parquet soulignait à juste titre que les chances qu'il y ait une coïncidence où 2 femmes ayant eu des relations avec le même homme auraient mis fin à leur vie de manière aussi tragique et identique étaient infinitésimales. Le bureau du procureur avait ses atouts, mais les avocats en manipulaient habilement. Par exemple, il était considéré que la gifle lors de la dispute du jour de Thanksgiving était en fait un bras glissant par accident, que Jennifer tentait elle-même de repousser. À part cette gifle, il n'y avait pas d'autres faits de violence domestique, ce qui aurait pu sérieusement compromettre la position du parquet. Les avocats
avait même une réponse à l'absence d'empreinte digitale sur l'arme du crime de Jennifer. Il soutenait simplement qu'il était très difficile d'obtenir une empreinte nette sur la surface en relief de la poignée, ce que confirmaient certains experts. Les avocats souhaitaient réduire tout cela à la pression de la part de l'accusation, estimant que l'enquête avait commis de nombreuses fautes dans son travail. Et puis, ils ont essayé de démolir chaque argument séparément. En ce qui concerne l'absence de traces de poudre sur les mains de la victime, les avocats pensaient que ses cheveux avaient pu retenir des particules. Les avocats s'accrochaient aux moindres inexactitudes de la version du ministère public. Les juristes ont même réussi à trouver l'angle d'entrée de la balle et la manière dont l'arme avait été tenue, ce que la défunte aurait pu physiquement faire. En ce qui concerne le fait que le téléphone de Barton a été localisé près de la maison de Jennifer vers 2 heures du matin, la défense affirmait que cela ne signifiait essentiellement rien, car l'heure exacte de la mort est inconnue. Cela a en effet du sens. La température du corps de la victime au moment de sa découverte indiquait qu'elle avait pu être tuée bien plus tard. L'un des experts pensait qu'elle était décédée vers 6 ou 7 heures du matin. À cette période, le docteur Corbin était assurément absent de la maison. Les avocats soutenaient que la défunte avait en effet un argument valable pour se donner la mort, car elle était en pleine procédure de divorce. Sa vie de famille se détruisait en morceaux. Il y avait un risque de perdre non seulement un toit sur la tête, mais aussi ses enfants. Cette certitude était renforcée par un argument désagréable. Jennifer avait depuis un certain temps des relations en ligne avec un homme nommé Chris. Dans ce contexte, la victoire du docteur Corbin dans la lutte pour la garde au tribunal semblait plus probable. Il était évident que les avocats comptaient faire référence aux relations en ligne de Jennifer lors des prochaines audiences. Sa famille comprenait que la réputation de la victime pouvait être ternie. Cependant, ses proches comprenaient son comportement, car il fallait trouver une échappatoire qui était devenue cette amie sur Internet et échanger des confidences. Jennifer avait été pendant de nombreuses années en couple avec un homme pour qui elle n'éprouvait plus rien. De plus, la correspondance avec Chris avait continué jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Les policiers ont découvert qui était la correspondante en ligne de Jennifer. Il s'est avéré que c'était une femme, mère de 2 enfants, Anita, qui vivait au Missouri. Elle essayait simplement de trouver une amie par correspondance, et ainsi elle avait fait la connaissance de Jennifer. Se présentant comme un homme, elle se plaignait de sa vie, et ses problèmes étaient très familiers à Anita. Évidemment, les femmes ne s'étaient jamais vues dans la vie réelle, et cette correspondante n'avait aucun lien avec la mort de Jennifer. L'accusation réalisait que c'était un affrontement difficile, car les avocats avaient la réputation de déceler très habilement les incohérences dans le travail des enquêteurs. Le plus gros problème dans ce contexte était l'absence de lien entre le pistolet et l'accusé. Cependant, un événement crucial était à venir, qui allait tout changer. Grâce à l'écoute des conversations téléphoniques, il a été possible de découvrir que le 30 novembre 2004, Barton avait parlé avec son ami Richard Wilson de l'Alabama. D'ailleurs, ce n'était pas par téléphone, mais en face à face, car Barton était chez lui. Une vérification a montré que le pistolet appartenait à Richard. Cela a permis de mettre l'homme dans une position difficile. Juste un jour après avoir demandé le divorce, et 5 jours avant le meurtre, le docteur avait rendu visite au propriétaire de l'arme du crime. Maintenant, les positions de l'accusation étaient beaucoup plus solides. Le 11 septembre, un enquêteur s'est approché du procureur et lui a remis une note. Dans celle-ci, le chef de la police de l'Alabama annonçait qu'il avait interrogé Richard Wilson au sujet du pistolet. Il fallait discuter de ces nouvelles informations, car elles pouvaient complètement changer le cours de l'affaire. Il s'est avéré qu'au cours de l'interrogatoire, Richard Wilson a avoué que le 30 novembre 2004, son ami était venu chez lui et lui avait demandé un pistolet pour sa protection. Barton Corbin craignait que sa femme ne le trahisse et, dans le contexte du divorce, il pouvait être en danger. Richard lui a volontairement remis l'arme. Cela a été une percée sensationnelle et a permis de lier directement le criminel au pistolet. Sa femme n'avait pas accès à cette arme. Un problème encore plus grand pour les avocats de Barton était le fait que ces informations soient arrivées littéralement quelques jours avant le début du procès principal. Dans ce contexte, le procureur de district était convaincu que l'affaire pouvait désormais être gagnée. Il s'est tourné vers les avocats et a déclaré que leur client avait une dernière chance de reconnaître le meurtre. Cela pourrait permettre de réduire la gravité de la peine.
Il convient de noter que dans l'affaire Dolly et dans l'affaire Jennifer, il y avait un risque de peine de mort. Lorsque les autorités de différents comtés se sont réunies pour discuter de la situation, elles ont convenu que si le docteur reconnaissait sa culpabilité dans les 2 meurtres, sa vie serait préservée. Pour les 2 victimes, il purgerait une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Tout cela a été communiqué aux avocats de Barton, qui en ont discuté avec leurs clients et sont parvenus à un accord. Le vendredi 15 septembre 2006, l'ambiance dans le tribunal d'Augusta était tendue. On s'attendait à une bataille judiciaire sans merci, un combat où chaque argument jouerait en faveur de la liberté ou précipiterait l'accusé vers la mort. Mais au lieu de cela, un aveu. Un coup de théâtre que personne n'avait osé espérer, bien que tout le monde en connaissait déjà l'issue. Barton Corbin savait qu'il n'avait aucune chance. Le procureur avait accumulé des preuves accablantes, et il se retrouvait face à un choix cruel mais simple, se battre et risquer l'injection létale, ou avouer et garantir sa survie. Pas de suspense, pas d'illusion de justice équitable. Juste une décision froide et calculée, et comme tout bon lâche, il a pris la 2e option. Son aveu a électrisé la salle, un choc, un coup en plein cœur pour la famille de Dolly, qui n'espérait même plus l'entendre un jour. Mais soyons honnêtes, personne n'a été surpris. Depuis le début, tout le monde savait qu'il était coupable. 2 femmes assassinées, 2 vies fauchées. Et maintenant, il tentait de donner une leçon de morale en expliquant son geste. Selon ses avocats, Barton aurait plaidé coupable par souci pour ses enfants. Il ne voulait pas leur imposer une autre perte. Ah, l'ironie! Comme si c'était leur bien-être qui l'avait préoccupé une seule seconde. Tout le monde dans cette salle savait la vérité. Ce n'était pas pour Dalton et Dylan qu'il avouait. C'était pour lui, pour ne pas finir attaché sur une table avec une aiguille plantée dans le bras. Les fils de Jennifer, eux, n'avaient plus rien à attendre de cet homme. 2 parents envolés, un avenir brisé. Ils ont été recueillis par Heather, la sœur de Jennifer. Quant à Barton Corbin, il a été envoyé définitivement derrière les barreaux. Plus de famille, plus de contact, plus rien. Juste une cellule pour le restant de sa misérable existence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve prochainement pour une nouvelle affaire glaçante.